Pourtant, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, ne serait-ce que par cet appareillage, viennent ici comme un dernier cours. Alors je vais vous dire quelque chose sur les derniers cours. C'est que les derniers cours, on les fait toujours, mais pas au moment où on croit. Les derniers cours, ils sont toujours déjà faits. Le dernier cours, c'était le cours de la dernière fois, ou le cours de l'avant-dernière fois. Donc, aujourd'hui, c'est pas du tout un dernier cours. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Et je vous avais prévenu. Je souhaitais que l'on se retrouve, un petit nombre de ceux qui ont travaillé cette année, ou ensemble, pour lancer de nouvelles directions de recherche en fonction de ce qu'on avait fait cette année. Et là-dessus, ce que j'attendais, c'était qu'un certain d'entre vous particulièrement compétents à mon avis, qu'un certain d'entre vous parle. Et moi, je ne parle pas. Et moi, je pose des questions. Moi, mon dernier cours, je l'ai fait. C'est comme ça que les lumières, vous pouvez, je ne sais pas où vous pouvez les mettre, mais je ne vois pas très bien. Ce sera du cinéma muet. C'est donc parfait, puisque je vois que cette fois-ci, on s'entend tout à fait, mais vous comptiez quand même pas sur moi pour faire un dernier cours avec des lumières. Des derniers cours, vous ne cesserez pas de les rater. Un dernier cours, ça ne se filme pas. C'est toujours, je ne peux pas dire mieux. Il est toujours d'hier. Non, on n'aurait jamais. Bien. Or, il s'agissait de quoi dans cette relance que je souhaitais? Certains d'entre vous avaient bien voulu accepter le principe suivant. C'est que, ouais, on avait passé un an sur cet auteur très étrange, très prenant, Leibniz. Et puis, rôdait tout le temps ce thème de l'harmonie. Harmonie des âmes entre elles, l'harmonie des âmes et des corps, etc. Et puis on remarquait chaque fois au passage, on se disait, oh, c'est quand même intéressant parce que harmonie, lier l'harmonie à l'âme, on peut en faire toute une histoire de la philosophie. C'est bien connu que déjà du côté de Pythagore, de Platon, l'harmonie, l'âme ne sont pas sans rapport, mais on disait, non, c'est pas ça. On se disait, il y a autre chose. On se disait avec Leibniz, c'est quand même curieux, parce que harmonie doit, on supposait, doit être en train de prendre un sens tournant. Immédiatement, et ça a toujours été notre méthode depuis qu'on travaillait ensemble, quelque chose nous tendait les bras. Ce qui nous tendait les bras, c'était la musique. Puis après tout, à la même époque, il arrivait quelque chose qui ressemblait singulièrement au dégagement d'une toute nouvelle notion d'harmonie. Est-ce que donc, une fois de plus, dans une des philosophies les plus créatrices, et dans le plus créateur d'un mouvement musical, quelque chose n'allait pas faire résonance, sans du tout se copier, s'appliquer. Mais lorsque Leibniz estimait libérer l'harmonie de certaines notions avec lesquelles on l'avait confondu jusque-là, et lorsque des musiciens allaient découvrir l'harmonie en la libérant de, mettons, je parle très grossièrement, en la libérant de certaines attaches du contrepoint. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses pour nous? Et ajoutons, avant que je puisse me taire, que justement,
notre méthode était volontairement un peu monstrueuse. Je veux dire, et quand j'en ai parlé à ceux sur lesquels je compte particulièrement pour nous aider dans ce... ils m'ont dit, leur première réaction était pas tellement pour, c'est qu'est-ce qu'il y a de monstrueux. C'était que, à première vue, ça impose que dès lors, on écoute de la musique. Je voudrais que vous compreniez, et vous n'avez pas de peine, parce que ça a été toujours notre méthode. Et tous ceux qui, dans la mesure où on a travaillé ensemble, vous serez moins sûrs. Moi, je rêve du renversement d'une certaine méthode. C'est la philosophie qui devient l'exemple illustré des autres choses. Je ne réclame pas des morceaux, par exemple, des exemples musicaux, qui nous feraient comprendre ce qui arrive dans l'harmonie. Je réclame juste le contraire. Je réclame, par exemple, dans la Leibniz, des exemples philosophiques qui vont nous faire comprendre, peut-être, ce qui arrive dans la musique. Ceux qui avaient travaillé avec moi sur le cinéma, vous vous rappelez peut-être, jamais on a utilisé un exemple cinématographique. C'était au contraire la philosophie qui devait nous servir d'exemple pour les concepts du cinéma. C'est ce renversement des exemples, moi, qui me paraît important, si bien que là on va parler de la musique sans entendre une seule note de musique. En revanche, ceux qui auront tiré de cette séance quoi que ce soit, ils iront entendre la musique. Mais je crois aussi qu'ils iront entendre du Leibniz et qu'ils auront de Leibniz une certaine entente musicale. Et pas seulement philosophique. Je plaide toujours pour la nécessité d'une double lecture des grands philosophes, qui doivent être lus bien sûr philosophiquement si l'on peut, mais que si vous n'avez pas la culture philosophique pour lire un grand philosophe, vous en avez parfaitement la culture esthétique, et qu'il y a des lectures musicales, qu'il y a des lectures picturales des grands philosophes, ou des lectures affectives des grands philosophes, qui font que, vous savez, c'est pas que vous ne perdiez rien, vous perdez à ce moment-là l'aspect purement conceptuel, mais quelque chose de très profond qui est la philosophie même reste. Il y a une lecture affective de Spinoza qui a toujours coexisté avec la lecture conceptuelle. Il y a une lecture musicale de Leibniz qui coexiste avec sa lecture conceptuelle. D'où mon appel à certains d'entre vous, parce que je disais, bon, je pars vraiment de remarques extrêmement grandes et extrêmement grosses. Supposons cette époque, une époque où l'harmonie change de statut. Ce qu'on appelle harmonie tend à changer, à subir une mutation. Supposons que, par exemple, l'harmonie ne se définisse plus par des intervalles. Mais se définissent par des accords. L'harmonie se définirait par des accords. S'ouvrirait alors peut-être un tout nouveau ou de nouveaux traitements concernant les dissonances. S'approfondirait tout un domaine des composantes intérieures du son. Se ferait la découverte d'une certaine tonalité. Sous le thème de centre tonal et d'attraction. Voilà tout un groupe. L'harmonie qui renvoie aux accords, l'organisation de tonalités, de centres et de centres d'attraction. Bon, c'est sur ce premier point, moi, que je demande à deux qui ont travaillé avec nous cette année,
de mettre un peu de clarté, parce que la question c'est, pour nous, c'est est-ce que cette nouvelle harmonie, par exemple, est-ce que cette nouvelle harmonie qui renvoie à des accords, et non plus exactement à des intervalles, est-ce que cette nouvelle harmonie qui sera dit précisément un caractère fondamental de la musique baroque, est-ce que c'est pas ça que d'une autre manière Leibniz opère? Et lorsqu'il nous parle de l'harmonie de l'âme et du corps, il la définit par des accords, ce qui est absolument nouveau philosophiquement, et non plus par quoi, et non plus par des intervalles ou par des influences. Et lorsque Leibniz nous dit qu'il distingue trois manières de concevoir les rapports de l'âme et du corps: l'influence, l'assistance et le consentement, est-ce que il ne tourne pas autour de notions beaucoup plus musicales qu'on croirait d'abord? L'influence renvoyant à la mélodie, pour des raisons là, j'aurais aujourd'hui à faire un cours, je me sentirais plus sûr là-dessus. L'assistance renvoyant à un certain type de contrepoint et à une évolution de contrepoint, et le consentement faisant appel alors à une conception de l'accord, des accords. Mais enfin, c'est là-dessus que je voudrais demander à Pascal Christon et à Valls de nous démêler un peu cette histoire où la musique baroque tourne autour de cette mutation de l'harmonie. Alors, il faudrait presque le dire, oui, tu parles à des philosophes, c'est-à-dire à des gens qui ne savent pas de musique, là, et tu vas leur faire saisir un concept musical. Ah, bien sûr, tu mènes comme tu... Ou si j'ai une question à poser, ou bien sûr, d'accord. D'accord. La conception de l'harmonie par exemple, il faut considérer un monde clos comme une boîte, à l'intérieur de laquelle on conduit des voix. Et les intervalles servent à réguler la conduite des voix de façon à ce qu'elles puissent être audibles chacune pour elles-mêmes, de façon indépendante, de façon séparée. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrepoint, qui était arrivé à un degré très complexe, commune locale, c'est un réel dans les présentations. C'est un système qui n'engendre pas, enfin qui ne peut que se parfaire, qui ne peut que se... qui n'avait pas d'issue. Et pour vers les 1550, 1580, dans cette période-là, il se passe que toutes les voies traitées de façon scientifique sont égales, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions, elles n'ont pas de fonction spécifique les unes par rapport aux autres, elles sont égales entre elles, elles sont utiles pour les mêmes caractéristiques.
que l'individu n'existait pas dans l'expression de l'individu n'existait pas dans les textes liturgiques comme ce point de la Renaissance. Et donc ces accords qui sont tenus sous les voies respectives sont comme une très très grande souplesse. Il y a plus de tempo, on appelle le tempo, c'est cette partie de pulsation du temps. Le temps est suspendu quand il le faut. Et l'idée de base, c'est une sorte de pulsation. En fait, une pulsation des voies mélodiques. Pardon, je peux poser une question. Non, c'est juste des questions. Ce qui me frappe, c'est que, si je comprends bien, tu es en train de nous dire la condition pour que l'harmonie se découvre et se définisse par l'accord et non plus par l'intervalle, c'est d'abord un nouveau régime des voix et non pas l'inverse. Est-ce vrai? Oui, c'est ça que je voudrais que tu indiques mieux. C'est-à-dire, il n'y aurait pas d'harmonie déterminable par l'accord si l'on ne passait par le nouveau régime de voix. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords, il y a eu une notion d'accord, mais c'est un accord vertical qui traversait l'ensemble C'est ça. des voix. Ouais. Et là, ça n'est plus du tout qui régissait l'ensemble. Là, on passe dans un... Mais il y avait ces petits textes que je retrouve de la Camerata de Florence, de Monteverdi, un des auteurs à cette époque-là, qui s'appuyait énormément sur le savoir-faire des chanteurs. C'est les chanteurs qui nous ont lancé cette façon de faire, et qui ont inventé, avec les compositeurs, c'était une rencontre continuelle, constante, un travail très serré entre les poètes, de lyrique, des peintres, de tasse, des graphistes, de tasse, des chanteurs et des compositeurs. Je vais te dire, c'est important pour moi la question. Parce que, ou bien l'on dit, et ça me semble être la tendance, ou bien l'on dit, ben oui, il y a un nouveau régime de voix, et c'est ce régime de voix qui a permis le nouveau surgissement, le surgissement d'une nouvelle harmonie déterminable comme accord. Ou bien l'on dirait ce qui m'irait mieux, mais si c'est faux, si c'est pas possible de le dire, ben tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Ou bien ce qui m'irait mieux, c'est de dire, ben vous comprenez, de tout temps, mais plus on s'approchait d'un tournant de la Renaissance, entrait déjà en lutte ou entrait déjà en conflit deux directions possibles qu'on appelle ordinairement, de manière très très vulgaire, l'horizontale et le vertical. La mélodie étant par nature horizontale, étant dite horizontale, et l'harmonie avec les accords entre sons, impliquant un contrôle vertical traversant plusieurs lignes horizontales. Et puis, je saute à un tout autre aspect. Ça, c'est une chose. Hein. Là, mon cheminement horizontal de la musique mélodique, ma construction verticale des accords, ça, éventuellement, l'harmonie
ne se définira par accord que lorsque la ligne verticale acquérera, sous des raisons quelconques, une espèce d'autonomie. Vous voyez qu'ensuite, l'histoire de la musique, enfin, telle que je vous appelle, c'est pas l'histoire de la musique, posera le vrai problème, c'est que de tout temps en musique, c'était toujours les diagonales qui existaient, comme en peinture, comme partout. Donc, que tout ça était abstrait. Mais deuxième point, donc il y avait un grand problème musical général, mettant en jeu le concept, à savoir mélodie horizontale, harmonie verticale, et leur combinaison diagonale. Et puis, il y avait un tout autre problème. C'est que la musique, ça a toujours été un agencement, une machinerie. Et que faire de la musique, c'est machiner des voix et des instruments. Des voix entre elles et des instruments entre eux, et des voix avec des instruments et des instruments avec des voix. Et que la machination instrument-voix, l'agencement voix-instrument a toujours eu des variations très très importantes. Et que, alors là, je reprends le premier thème de Pascal. Oui, dans le contrepoint, voix et instruments sont comme strictement, ce qui représente déjà des choses de génie. Vous comprenez, c'est pas du négatif. Hein. Sont d'une certaine manière interchangeables. Interchangeables, ça veut dire, enfin je parle très vite, vous corrigerez, vous qui savez, là, je vois déjà que la lèvre c'est vert. Supposons. Et puis, avec la musique, avec le début de la musique baroque, au contraire, là, alors je reprends pas, plutôt je renvoie à ce que Pascal vient de dire. Il y a des différences de nature très fortes qui apparaissent entre les voix, d'où l'importance de la basse continue, là, toute cette histoire de la basse et de l'aigu, mais aussi, il va y avoir de nouveaux rapports voix-instrument qui va engendrer alors un type de machination entre les voix et instruments tout à fait différent. Si bien que, voilà juste ma remarque, est-ce que plutôt que faire dépendre harmonie-accord de l'histoire des voix, on ne pourrait pas considérer que c'est comme deux faces. J'ai quelque chose à dire. Oui. Une fois dit que tout ce qu'a dit Pascal est absolument correct, il me semble qu'il y a, c'est correct et important, il y a une espèce de renversement qu'il faudrait établir, à savoir que la modification est interne à la machine musicale, et va secondairement, enfin, c'est pas que ce soit moins important, c'est tout aussi important, mais va secondairement arriver au niveau des voix. C'est-à-dire que c'est après coup que les voix vont être transformées. Qu'est-ce qui se passe avec le passage de la musique, classique à l'époque et le passage au baroque, ce qui est un acte révolutionnaire et qui est marqué par des étapes très très tranchées. J'essaye de les nommer, c'est principalement Monteverdi, Buxtehude et Bach. Une fois dit qu'on va assister à quelque chose qui va être de la musique des sphères qui arrive, c'est-à-dire une musique qui est vraiment celle de l'harmonie préétablie, l'harmonie universelle, et revendiquée comme telle par les musiciens. Ce qui fait qu'on a, ça c'est encore une parenthèse dans la parenthèse, on a un développement parallèle et continu de la musique au niveau de ce qui est de l'harmonie et de la philosophie au niveau de ce qui est l'harmonie préétablie chez Leibniz. Alors qu'est-ce qui se passe avec la musique baroque? Il faut dire que ça va renvoyer à un développement des voix, mais en après-coup. On a d'abord l'établissement de consonances de base qui viennent effectivement remplacer les contrepoints mélodiques habituels. On a une dominante flottante au niveau de la tonalité, c'est-à-dire on a l'instauration d'une tonalité qui va passer d'une dominante flottante à une dominante fixe. On va avoir une espèce de modulation et une variation continue du tempo, comme l'a dit Pascal, et on va avoir un terme très important en musique, parce qu'on l'a vu la dernière fois avec Rameau, et je pense que c'est un terme qui a des résonances philosophiques extrêmement précises. On va avoir une inflexion majorisée. Ça, c'est en gros des points techniques qui viennent marquer la machine sonore elle-même. Or, le point le plus important au niveau de ce changement, qui est pratiquement une révolution au niveau musical, qui est entamé pleinement à partir de Monteverdi,
et qui va bien sûr se répercuter au niveau du traitement des voix, mais qui est fondamentalement un changement dans la machine musicale elle-même. C'est-à-dire qu'on passe des intervalles à une suite d'accords et qu'on passe d'un monde qui serait presque un monde pré-baroque, qui serait incarné par je sais pas, des philosophes comme Jacob Böhm ou Mersenne, à quelque chose qui est une continuité, à une espèce d'harmonie infinie. Un continuum infini qui est incarné aussi bien par Bach en musique que par... Alors je finis, ce qui est très très important, c'est qu'on arrive à des consonances de base. Et ces consonances de base vont devenir des véritables référents. Et ce qu'il faudrait que tu expliques, parce que je pense que tu avais commencé tout à l'heure, c'est que ces termes de consonance et résonance qui sont aussi importantes pour un musicien, elles ont, je pense, leur pendant en philosophie et surtout chez Leibniz. Et que c'est ces consonances et ces résonances qui vont donner vie à toute une série d'harmoniques qui vont être justement la résonance et la consonance des accords entre eux qui vont donner naissance à un nouveau monde qui va être le monde de l'harmonie, le monde de la musique de sphère, le monde de l'harmonie préétablie en musique. Et je pense que si tu définissais un petit peu ce qu'était la consonance et la résonance en musique, si tu arrivais à expliquer ça, ce serait bien. Pas une fois dit que... Non, c'est moi qui ai tout brouillé en même temps. Parce que maintenant, ça se complique, ça devient pour moi encore plus intéressant, parce que vous voyez, tout se passe comme si on pouvait dire trois choses. Parce qu'elle disait, elle, dans son exposé, elle nous disait, prenez bien conscience que quelque chose de nouveau surgit au niveau des voix. Et que c'est cette différence qui éclate au niveau des voix, qui n'était pas comprise dans la musique précédente, dans la musique de la Renaissance. C'est cette différence qui va rendre possible l'harmonie par l'accord. Moi, j'intervenais alors assez timidement en disant, ça m'arrangerait mieux, on pouvait toujours essayer, ça m'arrangerait mieux que pour le moment, on tienne compte de ça comme de deux variables indépendantes. D'une part, pour des raisons à voir, là-dessus d'ailleurs Richard, l'harmonie se définit par l'accord et non plus par l'intervalle, non plus par l'intervalle. Et d'autre part, la machinerie voix-instrument ne se fait plus du tout de la même façon. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qu'on peut considérer comme étant l'état d'une machinerie qui n'introduit aucune différence. C'est ça. C'est ça. C'est ce que tu appelais tout à l'heure l'égalité. C'est ce que tu appelais toi-même l'égalité. Et il me semble que c'est très important de Ouais. sentir ce qui se passe au début du baroque, parce que c'est la rupture avec la rupture dans le monde. Il y a l'écriture, il y a l'écriture conséquente de Schneider, par exemple, c'est déjà ça, c'est en Allemagne, et en Allemagne, le baroque est une très très rare, et ils ont conservé l'écriture du conséquent, ils ne l'ont jamais lâché. D'accord. Alors, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je veux dire, la troisième position de Richard était, est-ce qu'on ne peut pas encore même commencer par définir l'apport baroque des accords, d'où on appelle à repartir d'une définition des consonances et des dissonances, je suppose. On va commencer par le problème des accords. Mais la
Et des résonances harmoniques, oui. Les dissonances ne sont pas harmoniques au départ. Les dissonances C'est ça. sont expressives. C'est le fait que les voix expriment des choses. C'est le fait d'une telle expressivité des voix qui permet le chromatisme. C'est très intéressant. Parce que là, je ne sais pas si tu as raison, mais tu rejustifies et tu maintiens ton primat. Remarquez, c'est une toute petite différence. Tu maintiens ton primat des voix. Que, à ton avis, pour comprendre le problème, il faut partir des voix. Alors c'est très possible, mais c'est ça que je voudrais retenir. Je fais juste une remarque. C'est que, sans que ce soit... Les indications instrumentales sont horizontales, Ouais. Mais ça, c'est un argument historique. Il est très précieux. Il faut dire que c'est pas du tout une négation par rapport à ce que dit Pascal, c'est plutôt une confirmation, mais le chromatisme, qui est effectivement une des composantes fondamentales qui vont rentrer dans la construction de la musique baroque, et cette espèce de généralisation d'un chromatisme un peu primaire par rapport à celui qui va se développer ensuite, mais qui est quand même très très important parce que c'est une espèce de retournement de la musique. D'ailleurs, on va parler d'un chromatisme retourné aussi, c'est un sujet de Monteverdi. Donc ce chromatisme qui naît pleinement avec Monteverdi, qui fait partie pleinement de son style, s'applique à la musique elle-même. Et c'est par après-coup, ou en même temps si on veut, mais je veux dire que c'est par inférence, presque par déférence, que ça va s'appliquer aux voix. Et la seule chose qui me choque un petit peu, enfin ce qui me gêne un petit peu, c'est de dire que la musique n'existe pas avant le baroque et que tout est sous-déterminé, surdéterminé par les voix. D'accord, on laisse là. Hein. On laisse là parce que ça m'intéresse, la différence des deux positions déjà. Mais je sens qu'il n'y a aucun conflit. C'est en effet, toi tu tiens en effet, il faudra savoir pourquoi tu tiens. Ça m'intéresse quant à la limite. Pourquoi tu tiens à ça? Il y a, à l'époque de la Renaissance, on s'appuie sur la résonance. Des pratiques de résonance qui sont les premières résonances du son. Et ces pratiques, il ne faut pas les régler. On fait attention à ce que les voix se superposent en respectant la résonance. Tu peux pas expliquer un peu ce que c'est que la résonance? Je pense que ça sera important pour tout le monde. Oui, mais ce qui nous intéressera plus, c'est la consonance. Et la consonance, c'est la résonance. Non, non, continue. Pas contre parce que j'ai besoin de son avis à lui. Donc, tu continues, consonance-résonance, je suppose qu'on va y arriver. Continue en employant les mots. Et donc, dans l'écriture qu'on travaille de contrepoint, qui régit l'unité de la résonance, on prépare les dissonances. C'est-à-dire qu'il y a tout le jeu de contrepoint. C'est le mouvement. Pourquoi des voix vont pas entrer en position? Pourquoi elles vont pouvoir toujours laisser de l'air à l'espace entre les autres? C'est une ouverture formidable aux dissonances. Ça, tu as complètement raison. Or, là, j'ai pas besoin de faire. C'est une application brute. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'harmonie préétablie chez Leibniz? C'est une ouverture. Et du fameux le meilleur des mondes possibles, c'est une ouverture formidable aux dissonances. C'est un art de la dissonance. Bien sûr, bien sûr. Je voulais. Voilà. Je lis là dans le livre classique sur la musique baroque. Alors que l'harmonie par intervalle de la Renaissance n'admettait que les accords parfaits et les accords de sixte, les autres combinaisons étant fondées sur les retards, la polarité entre la basse et le soprano, ça donne raison, ouvre la porte à de nouvelles possibilités harmoniques qui, pour les esprits conservateurs de cette époque, semblent le début du chaos. C'est-à-dire que c'est les dissonances. C'est le monde des dissonances qui... Alors là, on voit un petit quelque chose avant que tu reviennes.
toi, comment tu prends la question par rapport à Von Marley? Moi, Tu peux dire tout autrement que ce qu'on a dit moi, à je l'époque. suis fondamentalement d'accord avec Pascal. Bon, Donc, j'ai autre chose à ajouter. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est la musique, la polyphonie franco-flamande, c'était aussi avant tout une musique sacrée qui refusait, à mon sens, l'expressivité, et c'est ce désir l'expression des sentiments dans la musique, qui va passer par la mélodie accompagnée et par l'emploi du chromatisme de certaines formules. Donc je pense qu'il y a également un rapport au texte et à la voix. Là, je peux poser, et la question est peut-être prématurée, parce que je ne suis pas du tout sûr de moi, ça va de soi. Quand vous dites tous les deux, avant, il n'y avait pas, enfin je simplifie, il n'y avait pas expressivité. Moi, j'avais tendance plutôt à penser que la découverte baroque de l'harmonie allait fonder une toute nouvelle expressivité. Et que c'est cette nouvelle expressivité qui allait faire scandale. Parce qu'avant, il y avait bien une expressivité. La musique était parfaitement expressive. Et il me semble que c'est confirmé par tous ceux, enfin appelons-les par facilité, par tous ceux qui sont réactionnaires au moment de l'époque de la musique baroque. Tous ceux qui voudraient revenir en arrière, et dont le thème principal est le baroque, ou la découverte des accords, il a présenté comme étant la seule expressivité, si bien. Alors, je pense par exemple à un auteur qui musicalement est en effet retardataire par rapport à son temps, à Rousseau. Sa position contre l'harmonie, la position de Rousseau contre l'harmonie baroque, c'est tout le temps. Mais vous tuez l'expressivité. L'expressivité ne dépend pas des accords. Ce qu'on reproche à la musique baroque, c'est beaucoup plus d'avoir prétendu, et ça, alors, ça m'intéresse à la limite, c'est d'avoir prétendu faire dépendre l'expressivité des accords. Et on voit bien ce qu'ils veulent dire. Comment voulez-vous que de l'expressif sorte d'un accord de son? C'est pas ça? Non, je voudrais juste dire un mot. Attends, juste un petit mot. C'est qu'il faudrait se mettre, pour les gens qui ne connaissent pas, dans la position des gens qui écoutaient au début du siècle le Pierrot lunaire de Schoenberg. L'inflexion du récitatif, c'est exactement ce qui se passe dans les pièces de Monteverdi en général. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de torsion radicale qui est infligée d'une part au texte, d'autre part à la ligne mélodique majeure et aux lignes continues. Et cette inflexion, on l'a dans un autre registre, on a exactement la même chose avec l'apparition des pièces majeures de Schoenberg. Mais la chose principale que je veux dire, c'est que peut-être par-delà tout ce qu'on a pu dire sur l'expressivité, sur le changement harmonique lui-même, quoique le problème des âmes harmoniques devient prépondérant, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une dominante fixe à la place d'une dominante flottante est un point très très important, c'est qu'on rentre dans un monde avec la musique baroque de la simultanéité, et qu'on passe effectivement à un monde du vertical. C'est-à-dire qu'on change complètement d'axe, et que la révolution, elle s'incarne là. Et là, on rejoint en résonance, mais alors totale, l'apport de Leibniz. Parce qu'il me semble que la philosophie de Leibniz, c'est l'ouverture, enfin c'est l'entrée dans un monde de la simultanéité. Voilà, maintenant... La dominantique, il y a polarisation mais la dominantique suppose une unité de l'échelle, et ça c'est postérieur. Ça n'existe pas, l'échelle n'est pas encore unifiée au moment de Monteverdi. Ça prend pratiquement un siècle pour se unifier. Bon, il y a des différences selon les pays. Par exemple, la fixation de l'échelle se fait beaucoup plus rapidement en Allemagne. Parce qu'on passe dans une échelle totalement unifiée, y compris en mineur, avec ces trois chambres de mineurs, qui peut éventuellement se superposer.
recherchaient pas cette unification, parce que ça leur permettait justement de jouer sur l'ambiguïté, de jouer sur les deux tableaux. Sûrement. Bon, et c'est ce qu'on peut très bien entendre. Bon, il y a une œuvre qui pour moi est relativement importante, c'est leur théorie Monteverdi, parce qu'on a on a cette différence radicale entre les scènes pastorales qui ne sont pas tonales, mais où on a déjà un rapport cadenciel qui s'instaure, donc un rapport dominant-tonique, qui s'oppose à toutes les parties, entre tous les respectifs de la messagère ou d'Orfeo. Ils sont eux beaucoup plus modales, et qui s'opposent. Ça leur permet de toujours s'embêter, d'avoir d'un côté quelque chose qui à mon avis vient de la musique de danse qui est carrée, de la musique pastorale, et d'avoir à côté cette espèce d'errance qui leur permet donc d'exprimer et d'opposer les deux sentiments. Ça, je te suis complètement. Mais, à mon avis, nous n'avons aucun problème à cet égard. Si tu veux dire, de telles mutations se font sur de larges périodes de temps, c'est vrai non seulement pour la musique, mais pour la philosophie. Je dirais, par exemple, on ne peut pas dire avec Leibniz, il y a ceci qui se passe. Il joue encore, il y a tels éléments de cartésianisme qui subsistent, il y a tels éléments de renaissance qui subsistent, il joue avec tout ça, ce que tu dis d'un musicien est vrai également d'un philosophe, est vrai également d'un peintre, est vrai... ça n'empêche pas, à mon avis, ça n'empêche pas ce qu'on pourrait appeler les rigueurs du concept. Le concept ne disant pas, à partir de tel moment, il y a ceci, mais le concept précisément faisant valoir les germes de nouveautés qui travaillent encore dans l'ancien, comment ils vont se précipiter, se décaler, etc. Donc là, bien sûr, il faut rajouter tous ces indices de temps que tu C'est important ces temps parce que si démarre avec la popularité de la basse et de la mélodie, c'est un nouveau rapport, c'est des forces, une nouvelle force, et que ces forces, elles sont peu à peu les accords, alors qu'ils étaient plaqués, soutenir le jeu instrumental ou le jeu vocal, ils deviennent peu à peu fonctionnels. Ce nouveau rapport qui est prévu, de forme alternée, de forme opposée, de dialogue, de réponse, de groupe à groupe, des tâches qui communiquent les uns avec les autres, c'est ainsi que les accords, peu à peu, ont des rapports de tension entre eux, des rapports de force. Donc, il y a un rapport essentiel qui naît, qui est le rapport de cadre. Il a été déterminant pour la construction du système de consonance. Alors. Quand on fait résonner un son, on a donc la dynamique qui est l'harmonie le plus fort, c'est l'harmonie qui revient le plus souvent, qui est le facteur le plus déterminant pour l'identifier d'un son. Mais alors, pardon, est-ce que tu peux te prendre très rapidement, juste pour donner une idée générale à tout le monde, toute cette liste accords, dominante, tonique, quel serait l'ordre, le centre tonal, lui. Le son est un accord on construit des gammes en touchant l'accord qui est la résonance qui est dans la résonance du son. Voilà, bon. Pourtant, il y a quelque chose qui est simultané, touché, reporté à la musicale et donne des points qui constituent la gamme tonale, la gamme du son. C'est un rapport de parenté qui est fait dans une tension. Cette tension, elle se constitue par l'harmonie qui est la quinte, qui est le troisième harmonie. Donc j'ai un centre tonique déjà. Voilà, il y a un centre tonique, c'est un point. Un point, on prend un son, tandis que ce son, ça va être... Et j'ai des harmoniques. Voilà. J'ai un centre tonique et des harmoniques. Hein? Bon, Qu'est-ce qui me donne là-dessus dominante? La dominante, c'est le fait que lorsqu'on entend un son,
ne suppose pas qu'il vient du néant. Il suppose qu'il vient d'un état raisonnant et donc un process, un autre sens. Ouais. On ne donne pas un do, un ré, un mi, comme ça, à priori. Ouais. Il est généré par quelque chose d'autre. Sous-dominante. Attends, Non. il est généré par le fait que dans un son, le premier harmonique, c'est l'harmonique qui redouble de son. On a un do, l'harmonique 1, ça va être do, le do au-dessus. Qui est dans un rapport d'identité, il n'y a pas d'altérité. Seulement, vous n'avez pas dit les On va octaves. avoir encore les mêmes harmoniques, ça va bien oublier. Il n'y a pas de génération. La première génération, c'est le second harmonique important, qui reviendra le plus souvent et en deuxième importance, donc, ça va être la quinte. Et ça, c'est la dominante de tout son. Et la dominante, la quinte dominante, c'est l'expression de la première altérité d'un son. C'est ce qui va générer un cycle qui va ouvrir les sons les uns aux autres. Voilà. C'est très important parce que là, il y a une tension qui fait que les sons ne sont pas des mesures juxtaposées, ils ont un rapport dynamique les uns entre les autres, un rapport de la résonance est perçue comme quelque chose d'extrêmement précis, il ne faut pas s'exprimer n'importe comment. Et la façon dont les premiers accords du baroque agissaient n'était pas encore tendue, n'était pas encore dynamique. Et je crois qu'il y a un lien, moi je trouve ça fait ça, je crois que ça comme personne de notre institut, dans mon équipe, il y a un lien entre le fait qu'il y a une tension dramatique, il y a une ouverture des tensions dans la musique, dans le pathétique, dans l'expression propre au baroque, c'est qu'on a besoin de jouer dans les sons de batterie, de construire des progressions de tension, des progressions de devenir de plus en plus hiérarchiques, fonctionnelles avec une baroque. Pardon de reprendre alors tout de suite ma question. Ces découvertes appartiennent Au baroque. à l'analyse de l'accord, de l'harmonie par accord. Oui, mais tout ça, ça va lentement, parce que par exemple, un mot a une D'accord, ça va très lentement sous les conditions que Vincent a dit. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas une voie, précisément, où tu pouvais faire ton explication indépendamment du problème des voix? Pas vraiment. Oui, c'est ça qui m'intéresse, oui. J'entends bien, ouais. Il n'y a pas un madrigaliste, il n'y a pas un madrigal qui apporte une côté. Mais je ne peux pas dire cette conduite des voix était une condition pour cette nouvelle organisation de l'harmonie par accord. C'était une simple condition pour la découverte de cette harmonie par accord et des déterminations de cette harmonie par accord. Une seconde. Oui, oui. Mathieu, ouais, mon souci, c'est toujours de est-ce que je peux séparer là deux lignes conceptuelles ou est-ce que je ne peux pas les séparer? Bien sûr qu'on peut les séparer, mais ça nous fait d'être des rapports se séparent et se ressemblent. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, ça m'intéresserait d'autant plus que ce serait deux lignes alors. Philosophiquement, ce serait deux lignes différentes chez Leibniz, qui elles aussi convergeraient, se recouperaient. C'est vraiment l'interpénétration qui fait que
ne cesse d'être Voilà. Ouais, représenté sous des rapports Ouais. différents, sous un cloisonnement des rapports ouais, 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 ouais. jusqu'à ce que ça se géométrise, que ça se devienne des fonctions, Très bien. des Ouais. cadences, des marches d'accords, Tout à fait. Oui, 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 oui. qui finissent par construire Oui, 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 oui. le cycle des 15, dont vous parlez, c'est un des systèmes qui permet de circuler dans l'espace de tenue, dans l'espace de Bach utilise énormément ça. Nous, Bach utilise des volants sur ses voies en parcourant par 15 tous les degrés de la tenue. Oui, 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 oui. Il y a cette notion de cycle, cette notion de graduation, de passer d'étagement Oui, 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 oui. Oui, moi je voudrais juste, je fais un point très très rapide là, c'est qu'on se rend compte, ceux qui pensent à la MX ici, déjà se rendent compte du petit qu'on a gagné. Que lorsque la MX parle de l'accord des âmes entre elles, on peut se dire, bon, ben, c'est une manière de parler, comme ça, il y a l'équivalent chez Malebranche, chez Descartes, il y a l'équivalent chez plein de philosophes. Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il introduit déjà une notion d'accord qui n'est pas loin de ce qui se passe à ce moment-là, ou ce qui s'est passé dans la musique, et que les rapports entre monades tels qu'on les a vus, vous savez, il y a une principale, des dominantes, des sous-dominantes, peu importe. Tout ça est très lié à quelque chose d'absolument nouveau, au point que c'est pas comme on le dit, une variante concernant les théories de l'union de l'âme et du corps, la Leibniz. C'est pas une variante, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui est lié à une nouvelle conception de l'harmonie. Bien qu'il ne puisse pas l'invoquer, pour la raison qu'a dit Vincent, c'est que c'est une conception de l'harmonie qui s'élabore. Et sans doute dans plusieurs domaines, elle s'élabore, je dirais, doit s'élaborer à la fois. En astronomie, en physique, en mathématiques, en musique, en philosophie, et qu'elle s'élabore sur des dizaines d'années. Mais enfin, c'est un petit, c'est confus, mais on avance un petit peu. Tu as quelque chose à ajouter là, Vincent? Pas pour l'instant. Oui, tu voulais. Non, j'ai juste dressé une table des harmoniques pour que les gens voient que quand un son est donné fondamentalement, il y a des résonances qui arrivent par niveau. C'est exactement ce qu'a expliqué Pascal. Mais peut-être que vu de manière projetée, on arrive à comprendre qu'arrive la quinte, la tierce, la septième, la neuvième. Que la table des harmoniques commence par les l'harmonique, c'est une partielle du son fondamental qui vient. Les termes sont très importants parce que la notion d'harmonie qui pour nous est fondamentale chez Leibniz est fondamentale aussi en musique et notamment à cette période parce qu'il y a véritablement, comme tu le disais tout à l'heure, Pascal, une zone de fusion qui arrive entre le vertical et l'horizontal. Et c'est cette zone de fusion dans laquelle va naître le baroque. Alors le rapport de consonance des accords, c'est comme s'il y avait une espèce de projection de virtualité. Les résonances de l'accord, la table des harmoniques, ce sont à la lettre littéralement des virtualités. On est dans un monde où règne une temporalité, temporalité c'est peut-être pas un bon mot, mais où règne une simultanéité. La simultanéité est représentée d'abord par le son et ensuite par les accords, puis par les successions d'accords, mais non pas dans leur succession, mais dans leur interpénétration, donc sur un axe littéralement vertical. Et il va y avoir, en dessous des sons fondamentaux, en dessous des consonances fondamentales, il va y avoir une profusion, une prolifération de consonances virtuelles qui sont actualisées selon les modes d'écoute et selon les modes d'effectuation du compositeur. Et ce sont ces virtualités qu'on retrouve dans le domaine de la philosophie et notamment, je dirais, des virtualités inconscientes, ou presque inconscientes, qui vont être actualisées par le compositeur et qui vont former le nouveau système des consonances.
mais ça ne vient pas du tout en opposition avec une Pascal. Ben non, on retourne parfait. Pascal et Vincent, ils en étaient là, il me semble, à la question des consonances. Et, voilà. Répète. Le rapport. Ce qui s'inverse, oui. Ce qui s'inverse, c'est que la basse devient harmonique et intrinsèque, c'est-à-dire ce dont on vient de parler, la photopotentielle des accords, devient ce qui va organiser un nouveau contrepoint. C'est-à-dire que le contrepoint se réinstalle, devient. Mais il est organisé dans un plan qui est de plus en plus architectural, par cette tension qui s'est créée, vraiment une architecture architectonique, point de rapport de tension à l'intérieur de la configuration. Tu dirais ça aussi. Et donc, par exemple, ce qu'on appelle la basse, ensuite on appelle la basse modulante ou la basse oscillation, c'est une basse qui va donner tous les points par lesquels évoluer, qui va même donner, qui peut donner la forme générale de la composition, même très grande, de la table de base, pas seulement la ligne de base, ne va pas être seulement local. On va pas avoir une action locale. La politique du baroque, elle a une action très très locale, elle va par point, par touche, toucher un certain endroit, le reste du temps, elle a ça. Et là, plus tard, elle a Ouais. Il va s'instaurer sur ce qu'on va appeler un rythme harmonique. C'est ça. C'est-à-dire Ah que ben, l'harmonie oui. va avoir son rythme propre, qui sera relativement indépendant du rythme des voix, donc pas des sens libres. Et une harmonie peut avoir son propre rythme, qui est également indépendant du rythme de sa basse. Parce que par le jeu des renversements, on peut rester sur un même accord alors que la basse a un certain rythme. On va voir le rythme de l'harmonie qui va s'établir. Et le rythme, ce rythme de l'harmonie qui est accéléré, qui est densifié, je crois, enfin, j'explique que c'est dans les circonstances où l'action dramatique devrait être de plus en plus soutenue, que la base a dû construire des chemins, a dû construire des actions de plus en plus il y a quand même un rapport au poids dans tout le milieu du baroque, c'est pas le ensuite ça devient instrumental. C'est plus ce rapport dans les temps du politique important instrumental qui est l'héritage vraiment des difficile de ne pas penser au point où il va Tu reviens. Peut-être que c'est important les voix. Mais il y a peut-être on pourrait peut-être dire, et je pense que la formule conviendrait à beaucoup de gens, que les voix tout en étant très importantes sont comme pliées. Et là, mais c'est le terme qu'on emploie en musique. Oui, les voix elles sont pliées, ça pliées existe, sur l'axe oui. vertical. C'est pas, Bah, c'est tu pas l'as une pas métaphore. employé C'est d'ailleurs. exactement ce que je viens de dire. Tout à l'heure. C'est-à-dire que les voix sont importantes, mais Oui, elles subissent un mouvement de torsion sur l'axe vertical. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante dans le passage au baroque, c'est juste une remarque comme ça, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la cadence harmonique qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est littéralement ce qu'on appelle avec des termes modernes, mais quelque part ça correspond bien aussi à la philosophie de Leibniz, une mise en variation continue du tempo. Et ça fait partie, à proprement parler, du matériau musical lui-même. Bon, le terme de matériau est un terme récent, est un terme relativement moderne, mais ça veut dire que ça fait partie du travail de la matière sonore. C'est Leibnizien, il y a une continuité. Oui, Voilà. il y a une continuité. Donc on a une réorganisation du matériau qui passe aussi par les cadences harmoniques. Et ça, Ça, la très base important. continue, l'équivalent, c'est Leibniz, je pense que c'est des points qu'on n'a pas développés, mais elle a un rôle fondamental, puisque les magnifiques lois, c'est une loi, et c'est une loi de l'harmonie, de la continuité.
Oui. Oui. Ouais. Moi, je suis déjà satisfait. Alors, qu'est-ce que... Je sais pas, peut-être que Pascal pourrait nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau du matériau, dans ce changement du matériau sonore lui-même. Quand par exemple l'apparition d'un certain type d'orchestration, on s'aperçoit que, bon, moi je donne juste une indication, c'est que il va y avoir un phénomène très moderne comme la stéréophonie, c'est-à-dire la répartition bipolaire des instruments. Autrement dit, je prends un exemple, au lieu qu'il y ait un orgue au milieu ou un orgue à droite, il va y avoir un orgue à gauche et un orgue à droite, et donc une écriture faite pour ça. Pareil pour d'autres instruments. Alors donc tout un tas de choses qui touchent aux matériaux, qui sont, alors Pascal a raison d'insister, c'est que la transformation de la musique classique de l'époque en musique baroque, elle se fait sur un siècle ou un siècle et demi, et que, bon, ça c'est pareil en philosophie, c'est pareil. Je veux dire, ce type de mutation se fait sur un assez longtemps. Donc l'écriture prend beaucoup de périodes successives. Et je pense que vous pourrez peut-être dire quelque chose de l'organisation de ce matériau. Une fois dit que je pense qu'elle est fondamentale et qu'elle est fondamentale dans le développement de cette continuité, de cette simultanéité qui prend naissance. Ah si, moi ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait, parce que... Ah, c'est celui-là. Ah, mais moi je ne vais plus rien faire. Je ne vais plus rien faire. Moi je voudrais rêver qu'on rêve ensemble après ceci. On aurait à travailler ensemble une autre année. Eh bien, qu'est-ce qu'on se serait dit là en ce moment? On se serait dit, eh bien, c'est ça, ceux qui pourront. C'est ça qu'on va faire. Parce que, bizarrement, il me semble que c'est pas fait, vraiment. Il ne s'agit pas d'appliquer les notions de musique complexe à la Leibniz. Il s'agirait vraiment de chercher dans la Leibniz en quoi cette idée, d'une part, d'un accord des âmes, d'autre part, alors, d'une espèce de changement de direction où l'accord des âmes devient accord des âmes avec les corps, n'a pu se faire qu'en même temps, système nommé par Leibniz de l'harmonie préétablie, n'a pu se faire qu'en même temps que la musique opérait, à mon avis, c'est pour ça que je tenais et que j'essaie de réintroduire toujours mon indépendance des deux facteurs, à deux moments corrélatifs qui ont constitué la musique baroque et qui est la découverte de l'harmonie par accord avec tout ce qu'on nous a montré comme signification, c'est-à-dire les composantes internes, finalement, les composantes internes du corps résonnant, et d'autre part,
l'autre aspect strictement complémentaire, une nouvelle machination des voix et des instruments, ou si vous préférez philosophiquement alors, une nouvelle machination des voix et des âmes et des corps. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire, c'est dans la mesure où chacun suit ses propres lois qu'il entre en accord avec l'autre. Si vous voulez, c'est l'idée d'une autonomie des deux séries qui va fonder la correspondance ou ce que Leibniz appelle le consentement. Et ce serait à partir de toute cette presque faire rendre à Leibniz ce sonore absolu. Il y a un dernier point Ouais. qui me paraît très très important. C'est en rapport avec deux notions musicales récentes, mais qui ont une totale résonance, et je dirais même consonance avec la philosophie de Leibniz. Ce sont d'une part le synthétiseur, qui est une expression de la monade. Je dirais qu'à la lettre, c'est la monade synthétiseur, c'est l'actualisation existante du monde, de toutes ses virtualités. Et d'autre part, un autre terme qui est un appareil, c'est-à-dire une machine technique, qui s'appelle un harmoniseur. Et c'est un appareil très très important. Pourquoi? C'est un appareil qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, et que Boulez utilise dans cette dernière création, depuis 4 ou 5 ans. J'aimerais bien faire un petit schéma pour expliquer comment ça fonctionne, parce que ça met à jour les virtualités du monde musical qui sont déjà présentes complètement dans la musique baroque. Dans la musique baroque, et qui montrent comment les mondes différents, qui sont incarnés par ces virtualités, que sont les consonances, par ces véritables pluralités, par ces millions d'âmes harmoniques que sont les résonances, les harmoniques elles-mêmes, il va y avoir une espèce de prise en charge, d'actualisation de certaines hauteurs, de certaines partielles harmoniques, et que ça va créer un monde technique très j'ai pas le terme exact, mais je dirais très modulé, quoi. Et est-ce que je peux faire un petit dessin pour montrer comment ça marche? Mais certainement. Bon, alors j'explique. Ça s'appelle vraiment un harmoniseur. Un harmoniseur. Un dessin simplifié, Alors, parce qu'il est complexe. À partir du moment où on a émis une note, alors quelle qu'elle soit, ou un accord, voilà, on va faire un accord. On va mettre une note, un accord. Il va y avoir d'abord un jeu temporel sur cet accord. C'est-à-dire que cet accord va être décalé, mais d'une fraction de seconde, à la limite non saisissable par l'oreille. C'est-à-dire c'est en centième de seconde ou en millième de seconde. Et un harmoniseur, généralement, ça travaille avec deux voix ou plus que deux voix. C'est donc pas quelque chose qui est duel. C'est-à-dire qu'il va donner naissance à partir d'un accord donc unique, qui est déjà lui-même constitué d'une pluralité de notes et donc d'une pluralité de consonances, à une pluralité de voix. Et cette machine, qui donc vient se situer ici, va traiter cet accord de manière à ce qu'il fasse résonner des accords préétablis par le compositeur et qui peuvent varier de l'un à l'autre. Et j'en prends deux comme exemple, mais on peut en imaginer donc beaucoup. Alors techniquement, ça se passe par un retard sur le temps qui n'est pas perceptible par l'oreille, puisque c'est un retard de l'ordre du centième de seconde ou du millième de seconde. En millisecondes, là, ça se calcule, ça s'appelle un délai. Et à partir de cet accord, je vais pouvoir avoir ici par exemple la quinte, ou la cinquième de l'accord, ici la tierce. C'est pareil pour une note, que ce soit un accord ou pour une note. Donc avoir des consonances de consonances. Et ce monde, qui est un monde de virtualité possible, évidemment, enfin, en vrai possible, qui est un monde de virtualité actualisable, est actualisable selon le désir, enfin selon les lois de composition qu'aura impliqué le compositeur. Et donc ce sont, en soi, ce sont des fantômes de son, mais qui vont pouvoir être actualisés à tel ou tel moment, de manière à venir résonner, soit entre eux ici, donc sur un plan qui était virtuel, mais qui passe à l'actualité, par la mise en marche de la machine et par le désir de composition du compositeur, ou qui va venir résonner l'un avec la consonance de base ou avec l'accord de base, ou les trois en même temps, ou on peut imaginer une dizaine de sons, voire une centaine de sons déjà complexes eux-mêmes, résonnant simultanément dans une espèce de monde, d'un monde continu, quoi, du monde de la composition et de l'harmonie préétablie. Et c'est comme si on avait une réponse aujourd'hui technique aux grandes lois qu'avait, enfin aux grandes lois, entre guillemets. Au jeu. Voilà. Oui, parce que je vous disais un jour, vous comprenez, dire que Dieu a fait le monde en joie, c'est une idée très intéressante qui parcourt toute la philosophie et qui commence très tôt. Mais l'important, c'est savoir quel est le mode de jeu.
l'idée peut signifier, c'est même pas une idée tant qu'on n'a pas dit de quel jeu il s'agissait. Or, on a vu trop brièvement, parce que là aussi, dans une reprise d'une autre étude, il faudrait étudier de très très près ce que Leibniz présente comme le jeu de Dieu quand il crée le monde. Et on a vu, le peu qu'on a vu, c'était extrêmement complexe, que c'était un type de jeu qui n'était pas du tout le même que le jeu d'Héraclite ou que le jeu de Mallarmé, que c'était un type de jeu très très spécial. Là, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de l'harmoniseur, c'est un type de jeu, je ne veux pas dire du tout que ce soit celui de Leibniz, mais qui est pas très, qui est de la même famille, qui est tout à fait de la même famille. Écoutez, je souhaite que ça se termine comme ça. Ce que je voudrais vous dire, c'est deux choses. La semaine prochaine, comme je l'ai déjà dit, mais j'y tiens parce que sinon il y en a plein d'entre vous, alors écoutez-moi bien, qui seront dans l'ennui. Mardi prochain, je reviens, mais uniquement pour voir les premiers cycles, le deuxième cycle, le troisième cycle, en fonction de leurs travaux personnels et qui ont des problèmes et des choses à me faire signer. Donc je serai à leur disposition mardi, ça n'oubliez pas. Et on règle mardi tous vos problèmes. Premier, deuxième ou troisième cycle. Alors faites-le, venez. Et sinon, j'ai dit que vous pouviez me téléphoner si vous ne pouviez pas venir, si vous aviez un problème d'urgence. C'est très important que votre situation administrative soit au point. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain vers 10h, à cet égard. Sinon, l'autre chose, elle est très simple. Moi, je trouve que l'année que nous avons faite a été encore une année riche, et je dis sans aucunement flatterie de votre part que ça a été en très grande partie grâce à vous. Et enfin, je remercie très très vivement ceux qui sont intervenus dans cette histoire de musique, dont j'aime bien qu'elle nous laisse au besoin des impressions confuses, mais je crois que, en tout cas pour moi, elle me donne des points de départ de travail que je n'aurais pas eu sans cette séance. Voilà. Merci beaucoup.